Mais que se passe-t-il dans la tête de Yura? Alors que Hirohiko est finalement défait et que les Ishaku prennent la fuite, laissant Chihiro et Samura dans un duel qui pourrait bien changer l'objectif du sabreur, un plan est actuellement en cours au sein du QG des Kamunabi, et celui-ci pourrait bien pousser le sabreur aux yeux clos à devoir agir plus rapidement que prévu contre le maître sabreur. En effet, ce chapitre 78, bien plus calme que les précédents en apparence, nous donne déjà certaines informations qui vont bâtir le futur arc de Kagurabashi. Et dans cette vidéo, on va analyser tout ça. On va se faire des nœuds au cerveau pour comprendre la situation actuelle et surtout les intentions de Yura de passer à l'action et de se mettre autant en danger. Allez, ne perdons pas de temps, c'est parti. Faisons rapidement un point de situation sur ce qui s'est passé à Kyoto. Dans les derniers chapitres, on a pu voir que l'affrontement contre les Ishaku a pris une tournure plus impressionnante avec l'utilisation de 3 sables imprégnés et surtout le passage à l'action de Samura contre Hirohiko. Un affrontement qui nous a permis de prendre réellement connaissance du pouvoir terrifiant du sabreur aux yeux clos, dont l'endurance et la maîtrise de son sabre Tobimune semblent sans limite. Et tout ceci s'est soldé par la défaite du nouveau propriétaire de Kimihori. Dans ce chapitre, on apprend donc que les 3 antagonistes présents sur place ont décidé de se retirer, constatant qu'ils ne pouvaient plus faire grand chose pour tenter de kidnapper Iwori, laissant comme prévu Samura et Chihiro régler leur compte dans un affrontement qui se révélera sûrement décisif pour la suite de l'histoire. Alors ici, pour commencer, pas réellement de surprise parce que ce sont des éléments qu'on s'était partagés dans la précédente review en termes de déroulé, bien que j'avais pas forcément anticipé à quel point Samura était fort, puissant, qualifié de véritable monstre par Kuguri, bien qu'ils auront techniquement la possibilité de pouvoir utiliser 4 sabres. Enfin, 3 maintenant. D'ailleurs, cet accord, on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il est toujours valide aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé à Kyoto? Et surtout, est-ce qu'il le sera toujours après l'affrontement de Chihiro contre Samura? Car je ne doute pas que ce dernier tentera de le faire changer d'opinion. Alors ici, il ne s'agirait pas forcément pour Chihiro d'utiliser la force pour le convaincre. On a pu le voir, franchement, Samura est un véritable monstre avec une endurance incroyable. Malgré tout ce qu'il a fait, le mec est toujours en forme. Et malgré que Chihiro a fait des progrès dans le maniement du sabre, ça ne sera sûrement pas suffisant pour pouvoir lui faire face. Et ici, vous le voyez venir, surtout si vous avez vu mes précédentes reviews. Pour moi, la seule clé qui peut fonctionner pour Samura, c'est Iwori. Et Iwori a certainement encore un rôle à jouer dans cet arc. Alors ici, j'ai pas forcément tout vous refaire l'histoire, je pense que le chapitre et les précédents éléments parlent d'eux-mêmes, surtout que Chihiro indique bien que Iwori a besoin de Samura dans le futur, et pas forcément d'être protégée contre le Kodoku, même si elle a besoin d'être protégée contre le Kodoku. Et tout ceci met en place les différentes pièces pour que cette dernière intervienne, sachant qu'elle ne veut peut-être pas oublier en tout cas son père cette fois-ci, et donc lui faire comprendre qu'il y a une autre voie, en tout cas pour pouvoir solutionner le problème, et ça serait la voie de Chihiro. Et si on parle de cette fameuse voie, le fameux plan de Chihiro qui pourrait permettre en tout cas de résoudre la situation, de pouvoir protéger les manieurs et également de pouvoir cacher les sabres, selon moi, j'ai une petite idée. En effet, je pense que ce dernier serait lié au pouvoir de Hikaru. Possédant la capacité de stocker des objets dans un espace propre et hors de notre dimension, le plan de Chihiro pourrait être de l'utiliser pour y stocker l'ensemble des sables imprégnés, une place bien à part qui pourrait permettre de résoudre le problème auquel Kunishige n'a finalement pas pu résoudre. Surtout si ce dernier venait à être menacé ou encore tué, son espace de stockage s'effondrerait et avec lui, les sabres ensorcelés. Ici, il s'agirait d'un plan simple, plutôt facile à mettre en œuvre, parce qu'il suffirait à Hikaru tout simplement de rentrer en contact avec les manieurs de sable imprégné pour pouvoir les récupérer, et dans ce cas-là, ça résoudrait plus ou moins le problème. Grosso modo, si on considère qu'il a bien récupéré, et ça on le verra dans le chapitre, ça pourrait être réglé en 2-3 temps de mouvement. Ainsi, la dernière chose qu'il resterait à régler serait de dénicher la top présent au sein des Kamunabi, mais cela pourrait être bien maigre pour maintenir les Ishaku hors de danger. Surtout si on considère ce qu'ils viennent de faire à Kyoto. Ici, ça explique pourquoi le plan de Yura est nécessaire, bien qu'à l'origine, ce dernier a été élaboré pour se parer de la menace que représenterait Samura une fois qu'il aurait éliminé les maîtres sabreurs. Mais avec les éléments que je viens de vous donner, si ça se produit exactement comme je viens de vous le dire, il est encore plus nécessaire aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que pourrait faire ce dernier pour le contrer? Et surtout, qu'est-ce qu'ont à faire les Kamunabi dans tout ça? C'est la question peut-être la plus complexe de ce chapitre, ou en tout cas de ces derniers chapitres, et je dois vous avouer que ça m'a fait des nœuds au cerveau, j'y ai réfléchi une bonne partie de la soirée et de la journée, à relire les chapitres, à tourner le scénario dans tous les sens, et je pense bien avoir trouvé une piste assez solide. Bon, avec quelques ondes d'ombre, mais une piste plutôt cohérente. Et pour pouvoir vous l'expliquer, rassemblant tout ce que nous connaissons jusqu'à présent. De manière chronologique, en partant de la mort de Kunishige et le vol des sabres, Yura s'est mis au travail dans un premier temps pour éliminer le propriétaire de Kuregumo, ce qui semble assez anecdotique pour le plan actuel.
Dans un second temps, il s'est démené pour lever le sceau de Shinushi, ce qui est déjà plus intéressant. Pour ce faire, il y a passé plus de 3 ans, et ce dans le seul but que ce sabre puisse être utilisé par quelqu'un d'autre que le maître manieur. Après avoir réalisé tout ça, il a décidé de mettre le sabre en vente lors du Rakuzaishi, ce qui semble bizarre à première vue. Je dis bien à première vue. En effet, bien que Shinushi puisse être techniquement utilisé, en tout cas une partie de sa puissance peut être utilisée, et que la mort du maître manieur ne signifie pas forcément la mort de son utilisateur actuel, eh bien pourquoi Yura ne l'utilise pas, et surtout pourquoi il le donne au Kamunabi? Eh bien selon moi, c'est par rapport aux effets négatifs qu'il a sur son utilisateur. Bien qu'au départ, je pensais que le sabre avait sa propre volonté, eh bien avec des éléments du flashback, je pense désormais que cette présence qui avait été détectée par le chef du clan Sazanami était celle du maître manieur lui-même, et cela pourrait être démontré lors de l'apparition de fleurs lors de l'affrontement de Kyura contre Chihiro. D'après les paroles de Yura, lors du flashback sur la vie de Iwori et de Samura, ce dernier indiquait que ces mêmes fleurs, toujours présentes sur l'île de Shokoku, étaient la preuve de la volonté du maître sabreur, volonté qui semble toujours se manifester, bien que ce dernier ne soit pas en possession de son arme. On peut alors penser que lorsque les pouvoirs de Shinushi s'activent par l'intermédiaire d'un autre manieur, cette même volonté s'infiltre également dans l'esprit de son utilisateur. Yura n'avait donc aucun intérêt d'utiliser, surtout si c'était pour perdre la tête et le contrôle de son esprit. Ce dernier aurait donc décidé de laisser le sabre, non scellé, entre leurs mains, et ce, pour les faire tomber dans un piège très bien élaboré. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi pénétrer dans l'endroit où il est gardé, sachant que le QG est très bien surveillé? Est-ce pour le sabre? Les explications que je viens de vous donner disent le contraire. Alors, est-ce pour le maître manieur? Eh bien, c'est en partie vrai. Mais pour pouvoir le faire, il manquait quelqu'un. Il manquait Samura. Voilà le pourquoi maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on apprend que lorsqu'il souhaite pénétrer dans le QG, eh bien c'est pour une raison, c'est pour manipuler le sabreur. Et aujourd'hui, si on prend les éléments qui permettent au Ishaku de prendre l'ascendant sur le manieur, eh bien ils sont au nombre de 2. Plutôt 2 combinés en 1. Il s'agit de sa fille, et il s'agit de la menace du Kodoku. Et bien que sa fille n'ait pas pu être capturée par le petit groupe, la menace du Kodoku, elle, reste bien d'actualité. Et pour que Samura ressente cette urgence, une urgence telle qu'il n'aurait pas d'autre choix que de se détourner de sa mission, de sa volonté d'éliminer les Ishaku après avoir éliminé les maîtres sabreurs, eh bien il faut la rendre réelle. Et c'est donc pour servir ce plan que Yura a décidé de mettre la pression au Kamunabi, de sorte à ce qu'il se décide à utiliser cette arme. Et pour que ça se fasse, eh bien ces derniers doivent penser que les Ishaku sont là pour venir éliminer le maître manieur. Et si on compte le fait que l'attaque réunit 7 membres des Ishaku, plus sûrement des sbires, et surtout si on prend en compte qu'une top est présente au sein du QG, une top plutôt bien placée car il était à l'origine de la fuite de l'information sur le positionnement de Kunishige, eh bien leur attaque pourrait constituer une menace plutôt réelle pour les Kamunabi. Cependant, Yura n'est pas fou. Il sait qu'en l'état actuel des choses, il serait difficile pour lui d'atteindre l'étage où se trouve le maître manieur. Cependant, les dégâts que lui et ses acolytes causeraient pourraient être quelque chose d'assez significatif pour pousser les Kamunabi à utiliser cette arme. Ainsi, l'un des leaders des Kamunabi se tromperait. Ce n'est pas pour se servir eux-mêmes de Shinushi que ces derniers auraient anticipé que le Fuguro s'arrêterait, mais plutôt pour que ces derniers se sentent poussés à utiliser Shinushi face à leur adversaire, se disant que Samura ne pourrait pas réellement intervenir. Ainsi, si tout ce que je viens de vous dire s'avère réel, eh bien il y a un monde où les Kamunabi pourraient utiliser cette arme, peut-être même l'un des leaders prendrait possession de Shinushi pour pouvoir se défendre, et ça permettrait au maître manieur de prendre possession de son esprit. Et il y a même un monde où il pourrait prendre possession de l'arme et devenir le prochain antagoniste. Maintenant, la question qui m'a obsédé une bonne partie de la nuit, c'est quel serait le rôle de Hikaru si ça se passerait exactement comme je viens de vous le dire. Eh bien, je pense qu'il échouerait sa mission. Dans un premier temps, il se concentrerait sur Shinushi. Il utiliserait son pouvoir pour pouvoir le mettre à l'abri, sauf que les Ishaku feindraient de vouloir s'en prendre au maître manieur, ce qui pousserait les Kamunabi à se raviser et finalement à utiliser cette arme. Si c'est le cas, l'utilisateur provoquerait un Kodoku, donc quelque chose qui montrerait à Samura, une fois qu'il aurait fini de régler ses affaires avec Chihiro, que la menace est bel et bien réelle. Et il y a un monde où si cette volonté est assez forte, que le maître manieur puisse faire en sorte que son utilisateur se dirige vers lui pour pouvoir la réutiliser, pour pouvoir se réapproprier l'arme. Les Ishaku, eux, prendraient la fuite, puisque leur mission serait accomplie, donc ils n'auraient pas forcément la nécessité de venir affronter l'utilisateur, puisque la situation serait déjà hors de contrôle, et pourraient donc passer au second plan pour Samura. Et ainsi, on aurait l'ensemble des éléments qui permettraient de créer le futur arc. Dans ce futur arc, on aurait donc le maître manieur, si c'est lui qui a récupéré l'arme, qui commencerait à créer des ravages un peu partout
dans le pays. On aurait Chihiro et potentiellement Samura qui se seraient ralliés à sa cause, qui essaieraient de le stopper, et ça laisserait le champ libre aux Ishaku pour pouvoir éliminer les maîtres manieurs, parce que la sécurité serait sûrement amoindrie, les efforts des Kamunabi seraient concentrés pour arrêter le maître manieur, et donc se réapproprier le pouvoir des 2 sabres restants. Bref, si tout ce que je viens de vous dire s'avère vrai, eh bien je pourrais vous faire une vidéo beaucoup plus longue, théorique, sur le rôle des héros, en tout cas des personnages restants, comme par exemple le rôle de Iwari, si on considère que Samura se sacrifie finalement pour pouvoir sauver en tout cas la population. Dans ce cas, avec l'entraînement qu'elle a reçu et surtout sa capacité à se battre les yeux fermés, pourrait reprendre possession de Tobimune, portant ainsi la volonté de son père, et se battant contre les Ishaku aux côtés de Chihiro. Mais bon, là je vais peut-être un peu loin, pour le moment, voyons si ce que je viens de vous dire s'avère réel. Bref, quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Un retour sur les vidéos après quelques temps d'absence, normalement je devrais être un peu plus régulier, alors juste au mois de juin, j'aurai une semaine où je ne pourrai pas tourner, mais pour le moment je devrais être régulier. Cette semaine aussi, en tout cas fin de semaine, j'arriverai sûrement avec une analyse de l'œuvre Lecteur Omniscient, et puis des nouvelles choses vont arriver sur la chaîne au fur et à mesure. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et en ce qui me concerne, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.